Et pour accompagner cette table ronde, Jennifer Leroux, responsable de la filière de la BAP. Bienvenue Jennifer à mes côtés. Je vais me pousser. Oh là là. J'ai pas eu cet accueil moi. Enfin bon, je ne dirai rien. Allez, on va faire une petite introduction avec Jean-René Cadalin, le vice-président, donc je le disais, de Breizhmer, président de la BAP et puis chef d'entreprise de mariage, une entreprise de mariage que tout le monde connaît, Brest Marée. C'est quoi la double urgence climatique et énergétique pour la filière halieutique ? Eh ben, je pense que, comme tout un chacun, notre filière a connu plusieurs crises ces derniers temps. Bien sûr, on a eu le Brexit qu'on essayait de préparer quand nous est tombé le Covid dessus. Et puis maintenant, on est arrivé effectivement à cette urgence climatique et énergétique de surcroît avec la guerre, comme ça a été précisé tout à l'heure, en Ukraine. Je crois que nous sommes dans une filière qui s'est structurée, ça a été rappelé plusieurs fois depuis le début de cette université, où effectivement, pour faire face à ces enjeux, il faut être unis. C'est le cas effectivement dans la filière, et comme l'a dit fort justement Olivier, on laisse dehors ce qui nous divise et on met ensemble ce qui nous unit. Et je crois que c'est comme ça qu'on va y arriver. Il n'a échappé effectivement à personne qu'on a eu l'année la plus chaude depuis bien longtemps, un été encore plus chaud. Même hier soir, en arrivant à Saint-Malo, il faisait très doux, c'était assez surprenant pour l'époque. Donc on voit bien qu'il faut prendre en considération maintenant cet enjeu-là. Pour ce qui est de l'énergie, c'est encore peut-être plus problématique parce qu'effectivement, tous les acteurs de la filière sont touchés par cet aspect-là, à quelque niveau que ce soit en amont, en aval, sur l'eau, sur terre. Tout le monde n'échappera pas effectivement à cette crise énergétique qui se profile devant nous et qui nous crée quand même de grosses inquiétudes. Et justement, comment est-ce que vous la voyez évoluer, cette crise, et quel impact sur l'ensemble de la filière ? On dit souvent que 2023 sera pire que 2022. Hein. Alors c'est sûr que on échangeait encore hier soir entre nous en préparant ces universités. C'est vrai que 2023 s'annonce un peu comme l'année horribilis. Mais bon, j'espère qu'on se trompe et qu'on va trouver entre-temps des solutions et réussir à mettre en place des mécanismes qui vont nous permettre d'éviter une catastrophe. Au jour d'aujourd'hui, c'est assez compliqué de se projeter et de savoir exactement ce qui va se passer. En matière d'énergie, ça c'est facile. On nous a prédit que ça allait augmenter. On a des entreprises, j'entends des chiffres faramineux qui ont des factures énergétiques qui vont être multipliées par 3, par 4. Certains même 10 par 10, ça c'est peut-être exagéré, je ne sais pas. Bon, je crois que nos instances, nos gouvernements, l'Europe travaillent à différents sujets pour essayer de nous protéger un peu et j'espère amoindrir cette vague. On a fait face au Covid, on a fait face à plein de choses, on a réussi à traverser. J'espère qu'on va encore pouvoir cette fois-ci trouver les bonnes solutions et les bons mécanismes pour nous permettre de continuer à avancer tous ensemble dans cette filière et la construire, comme l'a dit tout à l'heure Olivier. Alors, avancer tous ensemble pour répondre aux enjeux énergétiques. On aura deux exemples dans un instant. Est-ce que cette crise du gasoil, on va dire, ou de l'énergie, dans son ensemble, est-ce qu'elle va pas justement accélérer cette transition ? Alors, à l'évidence, que ça soit d'un point de vue climatique ou énergétique, ce qui est plus prégnant peut-être pour l'année 2023 qu'on vient d'évoquer, c'est sûr qu'une crise accélère toujours les choses. On s'en est bien rendu compte pour plein d'éléments. Le Covid a accéléré des phénomènes de société qui étaient en train de se profiler et puis que l'on retrouve aujourd'hui et que nous, en commercialisant les produits que vont chercher les producteurs, on voit bien que la consommation change. Ouais. Il va falloir s'adapter. Je crois que le maître mot de la vie, et c'est pas nouveau, c'est pas lié à nos générations, nous, ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps, c'est de s'adapter. Donc on est obligé de chercher des solutions pour s'adapter et pour réussir à franchir ce cap avec, comme vous remarquez, une accélération, effectivement. C'est sûr que ça va nous obliger à trouver des solutions. Ceci étant, on part quand même d'assez loin en matière d'énergétique, puisque c'est de ça qu'on est parti. Et il y a des choses qui demandent du temps, et malheureusement, le temps, on en manque toujours quand on est en situation de crise. Oui, parce qu'en fait, il y a deux leviers qui sont importants dans la transition. C'est évidemment tout ce qui est recherche et développement. Donc, il faut du temps. Alors que la société vous met sous pression pour dire accélérer. Et pour trouver, il faut aussi de l'argent. De l'argent alors qu'on a des charges qui explosent. La période doit être
très très compliqué quand même. Alors l'équation est assez inquiétante quand on la pose. Effectivement, ça peut faire très peur et on ne sait pas trop par quel bout et quelle variable il faut déjà commencer à travailler. Alors c'est vrai que ça demande du temps et c'est vrai que le temps qui nous est imposé par la crise, par l'urgence, c'est pas celui forcément du politique, c'est pas celui de l'économique, c'est effectivement construire des choses, ça demande du temps et de l'argent. Alors l'argent, c'est vrai qu'à la recherche et développement, même si il faut aussi du temps pour développer des choses, il faut de l'argent bien sûr pour lancer des études. On a peut-être tardé à le faire, mais je dirais que globalement, crise après crise et dans l'urgence, les urgences se bousculent et effectivement cette urgence énergétique, on la voyait venir, on savait très bien qu'elle arrivait. Enfin, pour tout un chacun, que ce soit un citoyen ou un chef d'entreprise, c'est un problème qui se pose. Mais c'est vrai que là, il va falloir peut-être accélérer un peu les choses. Alors, pour accélérer les choses, il faut encore plus de moyens, vraisemblablement. Ces moyens, c'est quoi? C'est forcément, tout à l'heure, on a évoqué, notre président de la commission avait été le fait en pas. Bon, il dit qu'il va déjà être un peu juste, vu comment se profilent les choses, mais là, il va peut-être falloir quand même aller trouver encore un peu de sous pour qu'on puisse aller dans cette voie-là. C'est aussi bien sûr la région qui soutient toutes les actions bien sûr et régulièrement, et ça on peut le constater les uns et les autres. C'est l'État, c'est plein de choses. C'est sûr que notre filière, elle toute seule, ne pourra pas s'offrir cette recherche et ce développement nécessaire pour passer à cette transition. Alors les bateaux ont leur rentabilité diverses et variées, les entreprises de marée derrière c'est pareil, tout le reste de la filière a plus ou moins de rentabilité. Une chose est sûre, c'est qu'il y a des maillons qui sont quand même relativement faibles et qui ne dégagent pas aujourd'hui des résultats suffisants pour se plonger dans ce genre d'aventure que sont la recherche et le développement. Le mariage, on est l'exemple type, les bas de bilan du mariage, il vaut mieux pas trop les regarder, ça peut faire peur. Et là, en 2023, ça peut devenir effectivement une vraie catastrophe si on n'est pas capable de trouver un mécanisme, de mettre des choses en place. Comme on dit, il y aura beaucoup de casses. On a évoqué des plans des PAI, plans de sortie de flotte, ce qu'on veut, mais dans le mariage, ça n'existe pas. Et pourtant, là, à mon avis, il va y avoir de la casse et ça va dégager. Mais c'est un sujet qu'on ne veut pas aborder que sous cet angle-là. C'est un sujet abordé. On est à Breizhmer, on a fait Breizhmer justement pour ça. En matière de filière, il faut de la solidarité entre tous les acteurs. Olivier l'a rappelé tout à l'heure. Je crois que c'est ça qui est important pour qu'on réussisse à avancer et à trouver, s'il y en a, des solutions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu dans l'expectative, quand même. Ça fait peur, quand même. Alors, des solutions, en tout cas, il y en a certaines et il y en a qui en trouvent. Jean-Baptiste Goulard, vous êtes patron pêcheur, vous êtes installé au Guilvinec. Vous avez, je crois, à votre possession 2 chalutiers. Vous me corrigez si je me trompe. Alors, ça s'appelle un micro. Oui. Et alors, bon quand on parle dedans... C'est bon? Oui. Non, j'en ai 4. Vous avez 4 bateaux. Ok. Décidément, toutes les informations que j'ai recueillies pour préparer sont excellentes. Voilà. Vous êtes bien armateur. C'est bon, c'est bien ça. Ouais, c'est bon. Là, et vous êtes bien installé au Guilvinec. Et en tout cas, vous avez développé un chalutier hybride. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'est bien nous. Que l'on appelle le Blue Wave. Qu'on appelle le Blue Wave, oui. Ah. On a travaillé ce projet il y a déjà 5 ans. Ouais. Bon, et puis ça a été pas si facile de mettre en place. On a été bien souvent seuls, parce qu'on n'a pas été accompagné ni par la région, personne n'est venu nous aider. Pourtant, on a démarché. Le projet date d'il y a 5 ans. L'étude est partie il y a 5 ans. Hein. Donc, on a travaillé pendant 2 ans sur des plans, sur des recherches. J'ai l'écho derrière. Donc, on a travaillé pendant 2 ans sur la conception des plans, la recherche pour améliorer notre décarbonisation. Donc, après, une fois qu'on a fini cette étape, qui n'était pas si simple non plus, il a fallu trouver les sous. Donc, pour faire simple, on a sollicité les chantiers en France sans trop de réponses, à part une. En deuxième partie, on a commencé à réfléchir comment on allait pouvoir le faire, parce que le prix était trop élevé pour nous. C'était combien? On est autour de 4 millions. 4 millions? De là, on a sollicité la région Bretagne pour essayer de faire ce projet en Bretagne, sans réponse. Donc, on a commencé à chercher une solution, parce que je suis breton et têtu, donc on voulait y arriver. Donc on est parti sur la Pologne, on est parti au Maroc. On pensait ramener une coque et finir de l'assembler chez nous, avec tous nos fournisseurs, parce que
Excusez-moi, vous êtes parti au Maroc pour des raisons de coût? Oui, de coût de COP pour rentrer dans un plan de financement viable, hein, parce qu'à 4 millions aujourd'hui, une entreprise de pêche n'est pas viable. Hein. Donc voilà, l'affaire a fait que on s'est retrouvé au Maroc avec quelqu'un de consciencieux, on a trouvé quelqu'un de très bien. Donc on est parti sur ce projet là-bas, de le construire là-bas, avec tous nos fournisseurs français. Donc toutes les études ont été faites en France. Finalement, le Maroc nous a servi d'assemblage. Voilà, pour faire vite fait, hein. Donc on a quand même le gain n'était pas moindre, hein. On a travaillé quand même, on a gagné plus de 1,5 million de coûts sur le projet. Donc à un moment, il faudra peut-être aussi revoir les choses, parce que ce gain ne se fait pas que sur la main d'œuvre, parce qu'on a quand même importé beaucoup de France, et c'était pas si simple que ça non plus à faire. Donc moi je l'avais calculé avec le chantier, hein. Ça s'est élevé, le gain sur la main d'œuvre était autour des 600 000 €. Donc il y a encore 1 million qui se promène quelque part. Voilà, pour dire qu'il y a des choses faisables. Aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on l'exploite. Ouais. Donc on en est content, on n'a pas de soucis majeurs. Qu'est-ce qui a changé par rapport à un bateau normal? Ce qui a changé par rapport à ce qu'on a dans notre flotte, on a gagné en économie d'énergie. Hein. Vous avez gagné combien? Vous l'avez calculé ça? Oui, on a chiffré à peu près autour de 25%. 25% de gain d'énergie. Des gains d'énergie. Après, on a gagné énormément en confort de vie, confort au travail. Donc que de cette partie-là déjà. Quand vous dites confort de vie, confort de travail, c'est-à-dire, ça se traduit comment? C'est une autre façon. On revoit finalement, on reprend un bateau de pêche et on recommence tout. On perd toutes nos données et puis on y retravaille et puis finalement, on gagne beaucoup dans notre confort, après l'aspect électrique a permis de revoir la coque, les implantations dedans, et la façon aussi d'étudier les façons de travailler à bord, donc limiter nos charges, nos ports de charge, tout ça. Donc tout ça a été étudié, mais c'est surtout l'implantation du moteur électrique qui nous a permis de redessiner le bateau. Mais en termes de capacité, c'est la même chose ou c'est Ah oui, on n'a pas augmenté nos capacités de pêche, hein, on est resté sur les mêmes bases. Parce que dans l'idée, c'était pas aller augmenter, c'était vraiment essayer de trouver une solution. Il y avait le côté gagner en énergie. Après, il y avait aussi redorer un peu notre image en disant que nous on cherche. Hein, on cherche à trouver des solutions et en partant sur un projet neuf, on ne voulait pas faire autre chose que quelque chose de nouveau. Parce que quand je le dis beaucoup de gens sont venus. Tout mon équipage a participé à l'étude aussi. On a travaillé tous ces plans ensemble. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui. Oui, j'avais une question pour Monsieur Goulard. Je voulais savoir, vous nous avez dit que vous vous êtes senti seul. Qu'est-ce qui pourrait vous permettre de repartir sur un autre projet dans ce style-là, mais qui pourrait du coup être plus fluide? Qu'est-ce qui manque pour pouvoir accompagner des porteurs de projets comme vous, pour pouvoir porter justement une transition de la filière? Elle est très simple, votre réponse. C'est de l'argent, tout simplement. Il faut savoir, pour nous, en arriver là, on a un peu joué au poker avec l'entreprise. On a fait tapis. Voilà, c'est pas compliqué. Le projet marchait plus, l'armement n'existait plus. Donc ça a été à peu près ça. C'était un gros risque à prendre. Maintenant, on l'a pris. Aujourd'hui, au bout d'1 an, on le regrette pas. On envisage même aujourd'hui de pouvoir refaire la même chose, mais en l'améliorant. Vous avez d'autres projets? Oui, là on commence à réfléchir à ça. On a d'autres idées. On veut encore améliorer notre économie d'énergie. Donc on a quelques idées, hein, parce que finalement, en travaillant 1 an sur un bateau comme ça, on a une avance sur beaucoup de personnes, parce qu'on a des bases, on a des données que personne vient nous demander d'ailleurs. Ça c'est encore un petit cadeau. C'est cadeau. C'est cadeau. Ensuite, on est
Voilà, donc la suite, elle est simple. Oui, aujourd'hui, il y a 3 bateaux à renouveler. On aimerait partir sur ces modèles-là. Maintenant, il va falloir trouver de l'argent. Parce que la rentabilité du moment fait qu'on n'a pas refait notre trésorerie. Faut pas se leurrer. On traverse aussi, comme tout le monde, un moment assez compliqué. Bon, on s'est bouffé du Covid. Ça fait 3 ans qu'on est dans les crises. Donc, on va dire, ça a été compliqué parce que cette construction a pris 3 ans. Hors crise, par exemple, un bateau comme ça, le temps des études, de la construction, d'avoir les fonds nécessaires, donc les dossiers de demande de subventions et autres, en tout, c'est quoi ? C'est 2 ans, 3 ans ? Non, parce que de toute façon, non, on aurait gagné une année. On a mis 5 ans à le faire parce qu'on a perdu une année Covid. D'accord, donc c'est 4 ans. Notre chantier. Mais dessiner sur des plans, sur des archives, pour vous dire, quand on défait, on refait, on passe 1 an et demi. Je pense que j'ai été le plus chiant des clients de mon architecte, mais bon, comme il voulait y aller, on a redéfait ce bateau, je sais pas combien de fois. Et après, trouver des partenaires financiers, ça n'a pas été simple. Je sais pas si je vais le citer, mais bon, on n'en a eu qu'un. Parce que personne ne voulait trop suivre quelque chose de nouveau. De trop nouveau ? Donc voilà, on a eu la chance d'être accompagné. Mais bon, il a fallu se mouiller financièrement quand même. On a pris quand même un gros risque. Mais bon, voilà. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, hélas, si on veut avancer, il ne faut pas trop regarder derrière et attendre les gens parce qu'on a beaucoup de promesses, mais pas grand-chose qui viennent derrière. Ghislain Quintel, vous êtes le dirigeant du chantier naval CMV Amphibie et CBN. Oui. C'est une entreprise de construction et de maintenance de bateaux. Amphibie, vous êtes installé au Vivier, sur mer. Oui. Et alors, vous avez c'est toujours à l'état de projet, un projet de barge rétrofitée. Oui, tout à fait. Alors, donc, en fait, il y a aussi le chantier historique était effectivement au Vivier-sur-Mer. La clientèle est quasiment exclusivement des mytiliculteurs, à 90%, et peut-être 10% de stréiculteurs, avec la particularité de fabriquer des barges amphibies. Donc, vous avez un exemple dans le bas, là. Et c'est un bateau qui s'appelle Gagne ta croûte. Et on l'a gardé, ce bateau. C'est joli comme nom. On l'a racheté il y a 2-3 ans. Un client fidèle qui nous a fait faire un bateau neuf et ça germait déjà dans mon idée, dans ma tête depuis longtemps, c'est d'avoir un bateau en propriété qui permettait éventuellement d'utiliser ce type de bateau un peu particulier qui roule dans d'autres secteurs d'activité que la mythiculture, ça peut être les travaux maritimes et autres. Parce qu'on a souvent des demandes là-dessus. Et ces gens-là n'investissent pas dans ce type de bateau-là parce que c'est quand même très, très particulier. Et donc on a pris possession de ce bateau-là qui est de 1995. L'idée, c'est de faire du refit, c'est d'utiliser toujours ces bateaux qui existent, qui sont toujours fonctionnels. À partir du moment où la coque... Refiter, c'est passer de... Alors non, la première idée, c'était juste d'enlever tout ce qui était fini, le moteur, le train de roue, la propulsion, la grue. Si la coque est bonne, c'est de l'aluminium. On ne va pas dépenser de l'énergie pour refondre tout ça et remettre ça dans le circuit. Si la coque est bonne, on la réutilise. On la remet, alors oui, on modernise. Vous gardez la coque, mais vous changez la motorisation. Voilà, on met le bateau tout nu et on répare tout ce qu'on peut réparer et on réinstalle le tout. Voilà. Et est venu le Covid, puis tout ce qui s'est passé jusqu'à notre prise de conscience à tous climatique. On a tous des enfants, etc. Moi, j'ai des fils de 20 ans, 18 ans qui me disent pourquoi tu continues à installer des moteurs diesel sur tes bateaux ? Est-ce que tu peux pas commencer à réfléchir à autre chose ? Et c'est comme ça que c'est arrivé. Puis je me suis aussi beaucoup documenté pendant le Covid, on avait un petit peu le temps, on était bloqués tous à la maison. Et je me suis beaucoup renseigné, j'ai beaucoup lu, donc des gens comme Jean-Claude Jancovici, entre autres, qui nous parlent beaucoup de la problématique de ce qu'on fait avec le pétrole et de ce qu'on va plus pouvoir faire, les fameux 200 ou 600 esclaves qu'on a tous derrière nous. Pour avoir le niveau de vie que l'on a. Donc de toute façon, tout ça va se terminer dans quelques... On ne sait pas. On estime qu'on a mangé à peu près 80% du pétrole en un siècle et demi. Donc il nous reste 20%. On en est à aller le pomper
sous l'épaule. Donc, heureusement qu'on a dit que Baresmer devait être positif. Non, mais c'est pas pour ça. Alors non, je vais quand même rajouter une touche positive à tout ça, vous inquiétez pas. Je vais. Alors l'idée, c'est que et à Germé, j'ai dit, on a eu alors il y a la CCI de Saint-Brieuc. Alors surtout la mairie de Saint-Brieuc qui a un projet de bus hydrogène, comme à Saint-Malo d'ailleurs, et qui commence à mettre en œuvre ce projet-là. Il y a une station de fabrication d'hydrogène qui se met en place à Saint-Brieuc. Et à côté de Saint-Brieuc, ils cherchent aussi des usages autres que le bus. À côté de Saint-Brieuc, on a aussi pas mal de clients dans la baie de Saint-Brieuc, oui, dans lequel il y a une dizaine de ces bateaux-là que l'on a construits. Et donc, c'est finalement un client qui est venu me voir en me disant « Tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir par le CRC aussi, qui s'est adressé à nous, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à la remotorisation de ces bateaux-là en hydrogène à terme et en même temps, c'est présenter l'appel à projet de la région. Et bénéficier des stations déjà installées pour les bus, en fait. Consommer, en fait, le surplus d'hydrogène prévu. Cette station est dimensionnée pour alimenter la ligne de bus et autre chose, d'autres usages. Ça peut être effectivement donc, nous, les mytiliculteurs, mais aussi la pêche côtière. C'est l'étape suivante, je pense. Donc l'objectif, je sais d'aller un petit peu plus rapidement. La région a aussi lancé l'appel à projet très très récemment. Ça s'est fait je crois que c'était en mois de mai-juin par là. Et il a fallu qu'on réponde très très vite. Donc on s'est mis en cluster avec la CCI de Saint-Brieuc. Un cabinet d'études spécialisé qui s'appelle Alca Torda, qui est un peu référent en termes d'hydrogène en Bretagne, un architecte Pierre de Lyon qui connaît bien les amphibies, et puis un industriel, parce que on voit pas, moi je connais pas, je suis pas un spécialiste de l'hydrogène bien entendu, parce que ça n'existe pas vraiment, et donc je m'appuie sur un industriel qui connaît le sujet, qui s'appelle Europe Technologies, qui est basé à Nantes. Et donc, on a répondu à cet appel à projet en cluster. Donc, la première étape, ça consiste à répondre à la question est-ce qu'on va pouvoir à terme, alors dans un délai que je ne connais pas encore, mais déjà étudier la possibilité de pouvoir installer des systèmes à hydrogène sur. Donc, vous avez là le principe de fonctionnement d'une pile à combustible à bord de ces bateaux qui existent déjà. Il y en a à peu près une soixantaine sur le littoral entre la baie de Saint-Brieuc et Mont-Saint-Michel. Et l'idée, ça serait de vérifier, parce que c'est compliqué, c'est pas simple à faire, mais je pense qu'on devrait y arriver, d'étudier la possibilité pour installer ces systèmes-là à bord des bateaux déjà existants. Et puis, si on n'y arrive pas, mais je ne crois pas, on passera au bateau neuf. Mais je pense qu'il faut d'abord essayer de décarboner l'existant. Ça coûtera moins cher. Là, qu'on comprenne bien, la prochaine, c'est un état de projet. C'est un projet. On a répondu à une étude parce que changer un moteur diesel, c'est très simple. Ça fait des dizaines d'années qu'on le fait. On sait comment ça fonctionne. L'hydrogène, vous voyez aujourd'hui, on commence à voir apparaître des voitures à hydrogène au mondial de l'auto. C'est des gens qui ont quand même des millions d'euros derrière eux de R&D pour arriver là. Nous, on n'a pas ces moyens-là. Enfin, je veux dire, donc on est en plus après tout le monde. Une idée de coût là, par exemple, cette barge pour la. Non, je ne donnerai pas. Je peux pas donner de coût parce qu'en plus, on est sur un marché qui n'existe pas. Les pièces, etc. On imagine que les coûts des composants. On a bien une idée quand même de l'enveloppe globale, non ? Non, je préfère pas donner parce que ça donne des mauvaises. Je pense que ça donne. Si on parle de l'aspect financier aujourd'hui, on en est au stade de comment on fait pour installer la pile à combustible, ou le moteur thermique. On ne sait pas. Il y a aussi des moteurs thermiques hydrogène qui sont en projet et il faut qu'on fasse l'étude parce que personnellement, je pense que ça ne sert pas à grand-chose de regarder combien ça coûte, enfin dans une certaine limite, bien entendu. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui nous disent que les composants, ça va peut-être être divisé par 5 dans 5-10 ans. Donc aujourd'hui, à quoi bon ? Il faut par contre que la puissance publique nous aide, assiste parce que nous, évidemment, on ne peut pas, Jean-Baptiste le disait tout à l'heure, on n'a pas les moyens de se payer de tels investissements. Donc ce projet-là, c'est pour nous un essai de pouvoir vérifier que le concept fonctionne bien à bord de ce type de bateau-là. Voilà. Et puis si effectivement ça fonctionne, après je pense que l'économique fera que ça va se mettre en place à plus ou moins brève échéance selon l'augmentation du prix du pétrole. En termes de calendrier, une idée ?
Moi, je pense que l'étude, ça va prendre 6 mois. Je me souviens plus le délai de fin, 6 mois. Puis après, il y a l'étape suivante. Est-ce qu'on fait le proto? Donc, on part de la base. On avait la photo d'avant. La slide si c'est possible précédente. Je voulais juste. Voilà. Donc, la base, en fait, on se sert du bateau Gaintakrut, justement, qui est représentatif de, on va dire, 70% de la flotte. Et on part de cette base-là et on fait l'étude pour l'implantation de ce système hydrogène à bord de ce bateau-là. Et là, je vous ai juste montré le bateau qui est actuellement en cours, qui est aussi ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire des bateaux beaucoup plus longs. Celui-là, il fait 20 mètres de long. Mais ça n'a rien à voir avec notre sujet. Ça n'a rien à voir, mais si, ça a à voir un petit peu, parce qu'aujourd'hui, pour vous expliquer pourquoi on vient à l'hydrogène, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé d'implanter dans ces bateaux-là des moteurs diesel avec l'AdBlue. Enfin, vous avez tous des voitures dans lesquelles vous mettez l'AdBlue. Pour mettre l'AdBlue dans ce type de bateau-là et en mer, ça commence à être très, très, très compliqué. Et techniquement, moi, j'ai envie de passer à autre chose parce que la réglementation nous impose de plus en plus de niveaux de contraintes et que ça devient compliqué. Donc, ce bateau-là, il va être monté avec un moteur diesel. Mais je pense qu'à terme, sa prochaine remotorisation, ça sera, j'espère, de l'hydrogène. Ok. Voilà. Jennifer. Oui, je voulais juste savoir, qu'est-ce qui sera plus pertinent selon vous pour l'avenir? Est-ce que ça sera que sur l'hydrogène? Est-ce que ça sera de l'électrique? Est-ce qu'il y aura autre chose en termes de propulsion, sans avoir de boule de cristal? Qu'est-ce qui est le plus pertinent par rapport aux ressources pour l'avenir de pouvoir exploiter à long terme des nouveaux outils de propulsion? Alors je pense que pour l'instant, on a écarté la batterie parce que ce sont des moyens de mobilité, c'est trop lourd les batteries. Nous, on a une contrainte complémentaire sur les amphibies, c'est qu'on est sur des roues et on est déjà au maximum du poids admissible sur les pneus des bateaux. On pourrait potentiellement passer en électrique sur peut-être la petite pêche, enfin la pêche côtière, mais les problématiques on passe trop de temps en mer, quoi. On ne peut pas embarquer suffisamment d'énergie grâce aux batteries. Donc l'hydrogène sert justement à pouvoir remplacer, alors pas avec autant d'efficacité volumique, mais on arrive tout de même à pouvoir faire des journées. Donc le point d'entrée, moi je trouve que c'était bien la conchiliculture parce qu'ils font des journées de 6-7 heures. Donc on n'a pas besoin d'embarquer beaucoup de carburant finalement. On peut le renouveler presque tous les jours avant de partir. Ça ne sert à rien d'avoir 1000 litres de gasoil ou 2000 litres. Alors après, la problématique sur les bateaux de pêche, là c'est encore une autre problématique, mais il y a quand même des points positifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société civile se réveille, il y a beaucoup d'initiatives, il y a énormément d'initiatives qui sont menées partout en Bretagne, partout en France, jusqu'à Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, vous avez par exemple une start-up qui est en train de travailler sur un moyen de piéger l'hydrogène dans un élément aqueux. On n'est plus sur des bouteilles de gaz. Donc c'est des choses qui vont avancer, je suis sûr. C'est pour ça que je voulais vous dire, il y a quand même des choses positives, enfin, c'est certain. Et puis il y a aussi le réveil de la société civile, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. Et puis aussi, alors une chose que je voulais dire, j'ai entendu hier, enfin ça a fait plaisir, c'est Bresmer, donc on est en Bretagne, et hier il y avait une remarque que j'étais à une réunion de France Hydrogène, et l'un des participants nous disait, il participe à plusieurs réunions voilà, dans d'autres régions, et la région Bretagne est la seule qui pousse vraiment, où on a des politiques qui font avancer le sujet et qui oublient un petit peu leurs querelles politico-politiciennes, qui les laissent de côté. Il y a même des gens de droite et de gauche qui travaillent ensemble, et ça c'est bien, et c'est vers là qu'il faut aller. C'est tous ensemble qu'on y arrivera. On entendra la politique dans un instant, mais d'abord je me tourne vers Frédéric Touliou, le président de l'Union du mariage français. Bienvenue. Vous êtes le directeur général et également du groupe Sofiche. Sofiche, en 2 mots, c'est un groupe qui emploie 200 personnes, je pense qu'il est ouvert. La décarbonation dans un secteur d'activité comme le mareyage, ça se passe comment? Aujourd'hui, c'est pas forcément très évident parce que dans le mariage, alors effectivement, il y a des entreprises qui sont composées de 200 personnes, mais on est essentiellement composé de TPE, voire de PME, et avec des résultats qui sont compliqué. On est sur des résultats vérifiés, parce que c'est toujours pareil entre le fait de se plaindre et la réalité des entreprises. On est sur des résultats de moins de 1% du résultat net avant crise. Donc, moins de 1%. Ouais, moins de 1%. Donc aujourd'hui, quand on parle de réinvestissement, de décarbonation, c'est compliqué. C'est compliqué, bien évidemment. Et aujourd'hui, effectivement, le niveau de charge ne cesse d'augmenter. Enfin, aujourd'hui, on est quand même pris en étau avec différents
nos différents prestataires. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on utilise du transport. Effectivement, c'est des hausses significatives. De l'énergie, parce qu'on a de la production de froid. C'est des hausses. Là, c'est des multiples de hausses, donc comme tout le monde. Hein, mais aujourd'hui, je prends le poste électrique dans nos entreprises. S'il est multiplié par 5, c'est plus que le résultat de la boîte. Donc, obligatoirement, 2023 va être compliqué. C'est même plus compliqué. C'est une vraie problématique. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Et vous êtes un groupe assez, j'imagine. Non, mais je parle pas du tout à titre personnel. Ça n'a jamais été le cas et ça ne le sera jamais. Mais en tout état de cause, l'ensemble des marailleurs ont des vraies problématiques aujourd'hui. Ont des vraies problématiques de hausse de coûts, comme je l'expliquais, avec un vrai effet de ciseau sur des baisses de volume. Puisqu'aujourd'hui, quand des entreprises font si peu de résultats nets, il faut le compenser par du volume. Je veux dire, c'est la seule solution que l'entreprise s'en sorte. Et aujourd'hui, on est face à une baisse des volumes significative, avec des perspectives qui ne sont pas bonnes. On a tous entendu parler du PAI, du plan de sortie de flotte. Enfin, quid des volumes disponibles pour demain, pour les entreprises de transformation? C'est vraiment très très compliqué. Alors après, effectivement, je rejoins un peu ce qui a été dit tout à l'heure, parce que je pense que en ce qui concerne la décarbonation et la vision d'avenir, il y a des fonds disponibles. Je veux dire, mais est-ce que les entreprises vont être capables de s'en saisir? C'est là le problème. Aujourd'hui, le fait en pas nous permet quand même, est quand même un bon outil, il faut le reconnaître, pour investir. Mais faut-il que l'entreprise puisse le faire? Et quels sont pourquoi les entreprises seraient entravées pour aller chercher ces fonds? Justement, de par leur taille et de par leurs résultats. Je veux dire, de chercher à survivre n'est pas forcément une réflexion de perspective et d'évolution et d'investissement. D'autant plus que nous, on est quand même soumis à une vraie évolution de la consommation. On voit bien qu'aujourd'hui, hier, on vendait beaucoup le produit brut. Aujourd'hui, on passe de plus en plus sur du LS, ce qui demande aux entreprises une nouvelle technologie. Et tout ça s'accélère très significativement. Vous me disiez que la décarbonation passait à travers deux prismes de mémoire, le sourcing et puis les entreprises elles-mêmes. Ouais. Sur les entreprises, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Le sourcing, effectivement, les premiers acheteurs, effectivement, achètent sous l'étrier française et sont les principaux acheteurs. Donc, effectivement, on est proche de la ressource. Après, le prisme Qu'est-ce que vous m'avez dit? Le prisme des entreprises. Le prisme des entreprises, c'est ce dont on vient de parler. Après, effectivement, pour pouvoir aujourd'hui, le prisme des entreprises pour le mariage qui est quand même acculé, on a une vraie souci, c'est qu'on parle toujours de filière. Et effectivement, aujourd'hui, on met des dispositifs pour l'amont, pour les bateaux, et on ne met jamais le pendant pour l'aval. Et ça, je pense que c'est une obligation. On doit vraiment, à l'avenir, travailler en filière. Mais qui dit travailler en filière, dit vraiment avoir une réflexion filière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Je prends encore l'exemple du plan de sortie de flotte. Il n'y a eu aucune étude, et ça n'a jamais été pris en compte, les conséquences de ce plan de sortie de flotte. Alors, ce plan de sortie de flotte, on ne dit pas qu'il n'est pas judicieux et qu'il n'y en a pas besoin. Il y a des conséquences également. Alors attention, sous réserve des effets d'aubaine, ça c'est une certitude. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait pour le reste de la filière? Aujourd'hui, on ne sait rien. Donc c'est une vraie problématique. C'est ce que Olivier Lenezet appelait la solidarité entre les différents maillons. Oui, tout à fait. Non, mais il y a une vraie réflexion à avoir. Ça, c'est... Jennifer ? Moi, je me questionnais sur l'évolution des entreprises. On parlait de leur capacité à investir. Est-ce que vous pensez réalisable, demain, pour les entreprises de marée, d'être en mesure de produire leur propre énergie ? Avec, je ne sais pas, des panneaux solaires, des éoliennes. Est-ce que vous pensez que dans cette transition énergétique, ça puisse être une voie à creuser ? Je ne sais pas, à l'échelle de nos entreprises, ça paraît quand même difficile de produire sa propre électricité. Surtout qu'on a encore des contraintes. L'électricité, c'est quelque chose qui ne se stocke pas. Donc effectivement, il faudrait produire en temps réel avec nos activités qui sont quand même relativement ponctuelles. Enfin, tout dépend de l'industrie. Mais donc ça me paraît assez difficile. Après... je pense qu'effectivement, on a besoin d'un soutien, et ça sera obligatoire, sur des boucliers tarifaires, ça c'est clair. Et on a aussi d'autres
pistes qui sont plus terre à terre, parce qu'aujourd'hui on entend toujours parler d'études, on fait plein de plans sur la comète, enfin ça il y a de l'argent pour faire ça on est bien placé pour le savoir, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce qu'une fois qu'on a fait les études, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Bien souvent on l'oublie, on met l'étude dans un placard. Enfin nous, moi je vois à France Agribert, il y a plein d'études, elles sont posées dans les placards, donc ça ne sert à rien. Aujourd'hui, il y a des vrais dispositifs qui me semblent cohérents et qui ne coûtent pas forcément cher. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, on prône au sein de l'UMF on a une législation de température des produits entre 0 et 2 degrés. Alors, ça fait partie de la législation européenne. Ça, c'est votre combat actuel. C'est pas mon combat, c'est un combat de bon sens. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pays qui nous entourent, la Belgique, sur la filière, sont entre 0 et 4 degrés. Je me dis bêtement, que gagner 1 degré, 2 degrés sur l'ensemble de la filière, avec les problématiques de coûts électriques aujourd'hui, ça aurait un impact non négligeable. Ouais. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi des choses de bon sens. On le voit bien dans les entreprises aujourd'hui, ça coûte tellement cher qu'effectivement, on est obligé de rationaliser de mieux en mieux. Mais ça, c'est aussi des évolutions législatives. On a bien souvent en France, on lave plus blanc que blanc, malheureusement. Nous, on est toujours. Mais le problème, c'est qu'on n'en a plus les moyens. Ça devient gris. Enfin, je veux dire. L'autre sujet aussi qui vous intéresse et qui intéresse évidemment le mariage, c'est le fameux sujet sur les caisses PSE. Alors le sujet sur les caisses PSE. Alors là, c'est un vaste sujet. Alors les caisses PSE, il y a effectivement eu des initiatives de caisses réutilisables. Les études montrent qu'effectivement c'est formidable parce que ça coûte moins cher. Machin. Bon. Il y a quand même des contraintes. Aujourd'hui, quand je pense que ces caisses réutilisables, quand vous travaillez en circuit fermé, c'est assez simple parce que la caisse, il faut la cheminer, la récupérer, faut la laver. Donc en circuit fermé, c'est assez facile. Par contre, quand vous commencez à faire de l'export, quand vous commencez à faire livrer à droite à gauche, il faut aussi récupérer les caisses. Bon, je pense qu'au niveau de la Bretagne, on connaît les contraintes des bacs criés et du coup que ça engendre. Donc on est dans les mêmes perspectives. Nous, on pense aussi qu'il y a des vraies problématiques sanitaires, parce qu'effectivement, une caisse, il faut vraiment que ce soit bien lavé. Enfin, je veux dire, on a aujourd'hui des problèmes, des véritables sujets sanitaires. Et puis après, n'oublions pas que, après, on a les caisses polystyrène où je pense qu'ils ont mis du temps à se bouger, mais aujourd'hui, le polystyrène reste quand même une matière recyclable. Donc il y a toute une filière qui est en train d'essayer de se mettre en place. Alors, est-ce que c'est trop tard? Pas assez tard. Enfin, je pense qu'ils sont poussés par l'aspect législatif du sujet. Mais en tout état de cause, la combinaison des deux est certainement intéressante, mais certainement pas l'abandon de l'un à 100% pour la mise en place de l'autre. Je ne peux pas y croire. Merci. On va terminer avec vous, Daniel Lecuef. Vous avez été plusieurs fois interpellé, les pouvoirs publics, par notamment les initiatives en matière de construction de nouveaux bateaux. Vous faites beaucoup pour soutenir toutes ces initiatives? Oui, comme tout le monde, les administrations, les politiques sont devant un mur, là. Donc peut-être qu'il y a 5 ans, vous n'avez pas eu de réponse. Oui. Je ne sais pas, je n'étais pas présent à ce moment-là, mais en tout cas, vous auriez présenté ça maintenant, vous auriez eu une réponse. Parce que nous sommes à la recherche d'armements réels pour faire des choses réelles. Parce que nous avons fait en région Bretagne ce qu'on appelle un benchmark, c'est-à-dire que nous avons fait une étude internationale pour voir tout ce qui existait en termes de motorisation hydrogène. Tout type de bateau, de la pêche jusqu'au transport passager. Et nous avons vu qu'un certain nombre d'expériences étaient faites et plausibles et que les industriels n'attendaient plus que l'ordre un peu de la commande, je dirais la commande publique. Donc fort de cette étude, nous avons pu dire, voilà, nous lançons un challenge à la pêche et à la conchyliculture. Si vous allez vers la décarbonation, nous allons essayer de vous aider, avec les contraintes qui sont les nôtres. On ne peut pas aider directement un bateau, par exemple. On peut aider l'ingénierie, on peut aider un motoriste, on peut aider un designer, un chantier naval. Ouais. On ne peut pas directement aider le bateau. Donc il faut qu'on trouve des contours, des détours pour y arriver. Donc ça, on est très heureux vraiment d'avoir 4 réponses, mais c'est peu. Nous en attendions plus. Mais c'est déjà 4. Et c'est 4 qui vont réussir
et qui, j'espère, vont avoir beaucoup d'effets sur le reste. Et le fait de d'avoir la pêche. seulement quatre projets, vous l'avez analysé, vous avez regardé quels étaient les freins pour lesquels la profession n'avait pas répondu, enfin, la profession au sens large. C'est comme monsieur le disait, quand on est pionnier un peu, on peut pas aller voir chez les voisins, chez les autres ce qui s'est fait vraiment. On est obligé de se lancer, de se mouiller, de prendre des risques. Et c'est pas évident pour le milieu de la pêche aujourd'hui de prendre des risques, vu la situation dans laquelle se trouve la pêche. C'est quand même compliqué. Donc il faut qu'on pousse un peu le destin et qu'on essaye d'avancer vers la décarbonation. Et elle n'est pas que sur la pêche, elle est également sur toute la filière. Oui, bien sûr. Nous sommes effrayés par le coût de production de la glace aujourd'hui, par exemple. Le coût de fonctionnement des criers, c'est absolument impressionnant au niveau besoin énergétique, besoin électrique. Il va bien falloir que ça change. Donc il va falloir aussi que là, nous mettions un certain nombre d'ingénieries en place. Aux Assises de La Rochelle, il y avait un chef d'entreprise qui est venu proposer des solutions, notamment des solutions pour se passer de la glace et de surgélation différenciée. Philippe Vittel, il s'appelle. Il a fait une conférence. Nous essayons de voir ce que c'est que cette expertise, qu'est-ce qu'elle a comme nécessité de financement, qu'est-ce qui bloque dans l'administration, parce que l'administration bloque aussi souvent les choses, pour essayer de faire avancer les choses. Et nous avons beaucoup d'espoir. Si vous allez sur la route du Rhum, vous allez y aller après, bien sûr, la fin vous verrez un moteur hydrogène en marche qui fait fonctionner la grande roue qui est sur le port de la route du Rhum. C'est un moteur à hydrogène. C'est un moteur à hydrogène qui est dédié aujourd'hui à la plaisance de luxe. Ce moteur est adaptable à la pêche. Il faut que nous y arrivions. Et en accord d'ailleurs avec le maire de Saint-Malo, nous allons lancer une expertise sur ces moteurs pour essayer de voir s'ils ne pourraient pas être adaptés à la pêche et notamment à la pêche hauturière. Nous savons aussi que nous avons d'autres difficultés devant nous. Par exemple, il est probable que la taille des bateaux va devoir être revue, à la fois pour des questions énergiques, pour des questions que vous avez dit de confort, de sécurité, de mixité des équipages également. Donc il va falloir que l'on négocie avec la Commission européenne pour leur démontrer que la taille du bateau un peu plus important ne signifie pas augmentation du quota de pêche ou de la capacité de pêche. C'est un enjeu. Mais aujourd'hui, le commissaire européen semble attentif à nos arguments. Il est déjà venu à Saint-Malo, il a vu que c'était un bateau qui pouvait être un peu plus designé de façon différente. Donc, nous avons bon espoir, mais nous avons aussi là des freins, je dirais, parce qu'évidemment, Olivier Lenezet l'a dit, il y a quand même une tendance forte qui est de diminuer la pêche, c'est-à-dire de diminuer le nombre de bateaux, de diminuer la filière. Donc ça, c'est pas possible pour nous. Donc il faut que nous battions, au contraire, pour un plan de rentrée de flotte et que nous partions sur de nouvelles motorisations, de nouveaux modes de pêche. Mais c'est clair que ce n'est pas une administration, fût-elle régionale, qui va le décider. C'est bien la pêche qui va le dire, eh bien, nous y allons, banco, on vous suit. Merci Daniel Cueff. Alors je vais appeler Isabelle parce qu'on a, je crois, pas mal de questions qui nous ont été envoyées. Donc le système Madame marche bien, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors. Oui, bonjour. Donc en effet, on a reçu pas mal de questions. On a regroupé un petit peu... on a 5 minutes. On a 5 minutes. Ouais. Alors, il y avait des questions qui concernaient les bateaux et les nouvelles technologies. On a essayé de regrouper et de synthétiser un petit peu. Donc, il y avait des questions au niveau de la sécurité, des questions au niveau du bruit, des vibrations, du confort à bord, des questions également qui concernaient un peu plus... toujours dans ces bateaux-là, les risques à bord. Les risques à bord sur les nouveaux bateaux, comme le bateau de M. Goulard. Hydrogène et puis le bateau de M. Le bateau de monsieur n'existe pas encore. Hop, du coup, c'est plus difficile. Oui. Et Jean-Baptiste Goulard, une question. Ouais. Donc peut-être sur l'hydrogène, du coup. Oui. En
30 secondes. C'est justement pour ça qu'on ne peut pas trop donner de tarifs, parce qu'il y a toute une étude c'est l'objet de l'appel d'offres. On fait une étude, un avant-projet détaillé, qui va avoir pour objet justement, comme ça n'existe pas finalement, il n'y a pas un bateau à hydrogène aujourd'hui professionnel qui fonctionne. Il y a des bateaux de plaisance, mais la législation de plaisance, elle est light. Vous doutez bien, vous embarquez des gens à bord, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on s'entoure de personnes qui travaillent sur le sujet. Il y a des gens, moi j'ai rencontré des gens qui travaillent depuis 15 ans sur l'hydrogène, et ils sont aujourd'hui, on les prenait pour des uluberlus il y a même 5 ans. Hein. Et aujourd'hui, on les prend vraiment au sérieux, on les écoute, et ils ont des choses à dire. Et justement, la partie effectivement qui fait un peu peur au grand public, entre guillemets, c'est que l'hydrogène, ça peut être dangereux, etc. Et c'est pour ça que effectivement, on fait une étude pour implanter ça dans un bateau, de façon à ce qu'on enlève tous ces problèmes-là, mais on fait des voitures avec des moteurs à gaz, vous avez tous des chariots élévateurs pour les mareyeurs, etc., qui travaillent avec des bouteilles de gaz. Donc on est capable de le faire, mais c'est juste qu'il faut aussi mettre une législation en place. Alors en plus, on aura l'avantage sur l'hydrogène de travailler parallèlement avec des sociétés de certification type Bureau Veritas et autres, et du coup on va pouvoir en fait travailler en parallèle avec eux pour construire cette législation-là. Ça va être plutôt bien, parce que pour nous en tant que constructeurs navals, on est souvent exposé à cette problématique-là, c'est que la réglementation elle a souvent quelques décennies de retard. Il y avait une question sur le confort et le bruit. C'est vrai que vous en avez parlé tout à l'heure, sans rentrer vraiment dans le détail. Vous nous dites c'est plus de confort, mais ça veut dire quoi, c'est plus de confort ? Alors ça va être plus de confort parce qu'on a retravaillé l'aménagement, et puis en termes de bruit surtout, parce que la propulsion électrique, comme une voiture électrique, c'est bien moins bruyant et bien plus souple à l'usage. Donc voilà, c'est très simple. Aujourd'hui, on travaille sur ce bateau, on est autour de 60 décibels en bruit constant, alors qu'on travaille en général autour des 90. Ah oui, donc il y a vraiment un gain de décibels. En termes de sécurité, il y a aussi, je crois, oui, Isabelle, une question sur la sécurité. En termes de sécurité, je ne vois pas trop le changement, il n'est pas si radical, hein, c'est de l'électrique, donc après, non, le terme sécurité, c'est plutôt c'est plus avec les hydrogènes. Parce que nous, on avait travaillé sur le sujet de l'hydrogène, mais on l'a vite laissé tomber, parce que ça aurait été on y serait encore, je pense. Voilà, après, oui, ce qui est peut-être côté sécurité, il y a peut-être un volet que je peux... c'est que oui, dès qu'on fait quelque chose de nouveau, ça va être assez compliqué au niveau de l'administration à faire passer. Beaucoup d'inconnus, donc beaucoup de questionnements, et on rentre dans des débats sans fin, ouais. Et on ne nous permet même pas de défendre nos idées. Souvent, on a des gens qui vont vous imposer des réglementations qui n'ont même pas la connaissance du sujet. Donc on se bat un peu avec ça. Ça, c'est un petit côté aussi, peut-être un jour qu'il faudra se servir des professionnels et des gens qui ont de l'expérience pour statuer sur des nouveaux projets, parce que on n'est pas plus bête que d'autres personnes, on a notre expérience, et je pense qu'on doit la porter. Daniel, que vous vouliez réagir ? Oui, ce problème de sécurité, évidemment, est au cœur, ainsi que le problème d'assurance, c'est exact, au cœur. Mais on peut dire qu'on avance, puisque la Bretagne va commander le premier bateau hydrogène passager qui fait l'île d'Ars, Vannes, donc hydrogène, et qui a reçu tous les agréments Veritas, etc. Donc on est assez rassuré sur cet aspect-là, sécurité et assurance. Isabelle. D'accord. Toujours pour Monsieur Goulard. Donc, une dernière question. Dernière question. C'était une question concernant le financement, et notamment est-ce qu'il aurait accepté des prises de participation dans son armement pour... C'est trop tard ? Non, c'est pas trop tard. Je ne sais pas qui a posé la question. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est un vrai sujet pour l'avenir. Parce que oui, aujourd'hui, partir sur 3 nouveaux, ça va être compliqué pour nous. Donc, sans aide publique, on n'y arrivera pas. Donc, on va avoir 2 solutions pour évoluer. Ça va être, oui, des participations. Et puis déjà, il va falloir trouver des partenaires bancaires. Parce que ça va pas être la chose la plus simple. Parce que faut savoir qu'un bateau à l'étranger dérange un peu. Donc,
Aujourd'hui, on avait fait un, mais on voit bien que ça se complique sérieusement pour un deuxième, que on va sûrement sortir de nos systèmes bancaires régionaux, qu'on va devoir aller chercher de l'argent bien ailleurs. Peut-être je me trompe, mais c'est un peu le ressenti qu'on a depuis un petit moment. Là. Donc oui, avoir des soutiens financiers sans jamais sans refus. Voilà, l'appel est lancé. On terminera. Oui. Oui, non, il y en avait... Ah, une question. Bon, alors, une question. Okay. La Première ministre a dévoilé 10 projets retenus par l'Union européenne et la France pour soutenir le développement de la filière hydrogène. En Bretagne, aucun. Comment l'expliquer? C'est une question de Isabelle Le Callennec, conseillère régionale. Je vais laisser les pouvoirs publics répondre. Oui, enfin, répondre à des appels à projets, et puis après, il y a les faire. Oui. Donc en Bretagne, on est plutôt dans l'action que dans l'incantation. Mais nous savons qu'il y a, on en discutait avec Pierre Karinski tout de suite, on sait qu'il y a des fonds importants au niveau de la Commission européenne, au niveau de l'Union européenne, et nous allons bien entendu aller les chercher. Mais nous allons les chercher quand nous aurons des solutions à proposer, plus que des grands discours à prononcer. Merci, messieurs, d'être venus sur la scène de Bresberg. Merci beaucoup, Isabelle.